Derrière les cyberviolences, il y a vraiment un projet politique qui est de faire taire les femmes et les groupes minorés, et d'autant plus les femmes issues de groupes minorés. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, dans Kiffe ta race, nous nous plongeons dans le côté sombre d'Internet pour évoquer des phénomènes hélas trop fréquents, les cyberviolences. Dans notre quotidien, la place grandissante des réseaux sociaux, des objets connectés ou des intelligences artificielles génératives reflète la société dans laquelle ces technologies sont créées. Une société bâtie sur des inégalités de race, de genre, de classe. Lutter en ligne et IRL contre les cyberviolences, c'est le sujet de ce Kiffe ta race du jour. Cet épisode est enregistré grâce au soutien de la SACD. La prise de son, montage, mixage et réalisation sont confiés à Osama Ezaz du média Artisan de l'Esprit qu'on remercie. Et merci aussi à Alex Camara et son équipe pour la prise de vue. Et pour parler des cyberviolences et de la manière dont on peut les politiser, nous avons invité Laure Salmona qui va nous faire part de son expertise et peut-être de son expérience sur la question. Donc salut Laure. Bonjour. Bonjour Laure. Bonjour. Laure, tu es cofondatrice du collectif féministe contre le cyberharcèlement qui a vu le jour en janvier 2016 aux côtés d'une autre cofondatrice, Ketsia Mutombo. Vous avez publié en septembre 2023 un livre qui s'appelle « Politiser les cyberviolences, une lecture intersectionnelle des inégalités de genre sur Internet » qui est paru aux éditions Le Cavalier Bleu et qui est ici. Voilà. Et dans Kiffe ta race, on commence par la question rituelle qui est de te demander, on demande à nos invités si elles se situent sur le plan racial et comment. Par exemple, Rokhaya est perçue comme une femme noire et moi comme une femme asiatique. Est-ce que toi, Laure, tu te situes sur ce plan et si oui, comment ? Alors, je suis juive, j'ai la peau claire, donc j'ai un bon passing de ce côté-là. Cela dit, une partie de ma famille a été déportée, mes grands-parents ont émigré en France et ils sont nés dans l'ex-empire ottoman. Et voilà, et donc je suis de culture juive, je suis pas vraiment pratiquante. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où cette condition t'a été rappelée en France, ou en tout cas où tu l'as découverte, puisqu'en plus, comme tu le dis, tes origines ethniques, religieuses, etc., ne sont pas forcément visibles. Donc, est-ce qu'il y a eu un phénomène déclencheur qui fait que tu t'es identifiée comme juive, ou tu t'es toujours identifiée comme ça, ou voilà. Alors, je me suis plus ou moins toujours identifiée comme ça. C'est quelque chose qui était très présent dans ma famille. Il y avait vraiment un trauma intergénérationnel sur la question du nazisme, des déportations. On m'a toujours dit de cacher le fait que j'étais juive, de ne pas en parler. Après, en plus, j'ai un nom de famille qui n'est pas forcément identifié, très identifié comme juif. Bon, parfois, si, mais le plus souvent, non. Mais du coup, comme j'ai un bon passing, je suis exposée à énormément de propos antisémites. Donc le passing, en fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est les personnes qui ne sont pas blanches, mais qui ont l'air blanches, qui apparaissent comme blanches aux yeux des autres. Et du coup, je suis exposée à énormément de propos antisémites. Parce que les gens pensent que t'es raciste, en fait. Voilà. Ils pensent avoir une complicité avec toi, donc... Exactement. C'est un peu souvent le problème, d'ailleurs, du passing. C'est qu'on voit l'envers du décor, on va dire. Ouais, c'est pas fou. Et dans le travail que vous menez avec le collectif féministe contre le cyberharcèlement, vous avez eu un moment où vous avez aussi vous vous êtes retrouvés en fait pour lutter ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter en fait quel était le moment déclencheur de votre engagement ensemble, puisque vous avez aussi chacune vous avez été vous êtes engagées de votre côté, mais quel est ce moment fondateur, déclencheur de ce collectif ? Eh bien, à la fin de l'année 2015, sur Twitter, à l'époque, il y avait vraiment pas du tout de modération des contenus pornographiques. Et du coup, des comptes influents diffusaient des contenus liés à la diffusion de non consentis de contenus intimes, donc des nudes, en fait. De façon totalement en toute impunité, puisqu'on signalait ces contenus. Et ces contenus n'étaient pas modérés par Twitter, par la plateforme. Ces gros comptes construisaient vraiment leur audience sur ces diffusions. Et ces diffusions concernaient de
très jeunes filles, puisque la plus jeune avait 13 ans, qui étaient toutes racisées. On s'est organisé pour signaler dans une conversation privée sur Twitter. Et on voyait que Twitter ne faisait rien. Et on s'est dit, mais c'est l'enfer, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse quelque chose. On a fait un communiqué, on a créé le hashtag Twitter Against Women. Et ça a vraiment attiré l'attention des médias, qui nous ont beaucoup interviewés. Ça a notamment attiré l'attention des médias parce qu'au même moment, il y avait eu le suicide, malheureusement, d'une jeune fille qui avait été cyberharcelée. Donc, c'est vraiment un concours d'éléments qui a fait qu'on a pu être reçu par Twitter, par la directrice des affaires publiques France et Russie. Et on lui a demandé pourquoi ces contenus liés à l'exploitation sexuelle de mineurs n'étaient restés sur la plateforme, n'étaient pas retirés. Et elle nous a dit mais on voit pas vraiment, elles ont pas vraiment l'air mineures, elles sont formées, on dirait des femmes. Donc là, on peut les harceler en fait, parce que quand bien même ce serait le sujet, on peut, enfin, c'est pas parce que t'es majeur qu'on peut te harceler, quoi. Enfin, tu vois, ça ne va pas dans aucun cas. Ça ne va pas du tout. Et du coup, donc elle était là sur cet angle-là et elle disait, mais pour nous, le plus important, c'est la liberté d'expression. On veut pas risquer de retirer ces contenus et d'attenter à la liberté d'expression des comptes qui les publient. Et donc, on lui a dit, mais en fait, vous préférez garder en ligne des contenus liés à l'exploitation sexuelle de mineurs pour garantir la liberté d'expression, c'est quand même des terrifiant. personnes qui donc font leur business sur le dos de ces femmes-là, quoi. Donc en fait, exactement. on garantit la liberté d'expression de personnes qui enfreignent la loi parce que c'est plus important que tout. Exactement. Et parce que ce sont des dominants aussi, mais on va le voir tout à l'heure. Ouais. Et dans le travail que vous menez, donc il y a ces phénomènes qui sont souvent mis en lumière, et d'ailleurs ils se retrouvent beaucoup dans les médias. J'aimerais qu'on fasse un petit point terminologique parce que il y a énormément de termes, enfin, qui existent aujourd'hui et ils sont pour la plupart anglophones. Et donc on entend parler par exemple de slut shaming, de doxing, de stalking, de grooming, de deepfake ou encore de leak de nudes, revenge porn ou ficha en français. Est-ce qu'on peut faire juste un petit point sur chaque terme pour que on sache de quoi on parle, et surtout l'idée derrière cette classification, c'est pour mieux lutter contre, il faut savoir de quoi exactement on parle, quoi. Alors, je dirais déjà le slut shaming, donc c'est pas que lié au numérique, hein, on le retrouve partout, c'est le fait d'humilier, de conspuer, de stigmatiser des femmes qui souhaitent se réapproprier soit leur sexualité, soit leur corps, ou afficher leur sexualité. Donc on peut le traduire en français par honte aux salopes, mais c'est vrai que slut shaming sonne un peu mieux. Le doxing, c'est le fait de diffuser, de récolter et de diffuser de façon non consentie des données à caractère sensible, des données personnelles pour nuire à des personnes. Comme leur adresse postale, l'école où vont leurs enfants. Exactement, ou de les outer aussi, ce sont des personnes LGBTQI+. Voilà, vraiment l'idée, c'est de nuire aux personnes. Et de les mettre en danger physiquement aussi. Exactement. D'ailleurs, dans 72% des cas, les violences en ligne se poursuivent dans l'espace matériel. Et ce qui fait aussi cette spécificité, parce qu'on dit violence en ligne, mais elles ne sont jamais que en ligne. Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont en ligne, mais ça veut dire qu'elles sont tout le temps, puisque même quand vous éteignez votre téléphone, vous pensez à des... Enfin, ça peut... En fait, c'est tout le temps et n'importe où. Et qu'aussi, elles ont des conséquences sur la vie concrète de ces personnes-là quand elles sortent de chez elles, de leur maison. Oui, c'est totalement un continuum, et c'est des violences qui n'ont pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc, c'est vraiment très dur pour les personnes qui les subissent. Le grooming, je crois, c'est le fait, pour un adulte, de mettre un mineur ou une mineure en confiance pour essayer de construire une emprise sur cette personne et obtenir du coup des, entre guillemets, faveurs à caractère sexuel de la part de cette personne mineure. Alors, il y avait aussi le stalking, qui c'est auto, voilà, stalker, on connaît bien maintenant, ça veut dire harceler, hein. Ça devrait pas être aussi banalisé, parce que je trouve qu'on dit beaucoup stalker quand même. C'est-à-dire qu'il y a des séries sur les stalkers, on dit facilement stalker, ça devrait pas être aussi facile.
Le deepfake, donc c'est un phénomène qui est apparu récemment, donc c'est-à-dire qu'on utilise en fait les visages de personnes qui sont très visibles dans la sphère médiatique et en fait on associe leur visage à des contenus pornographiques, voilà, qui sont pas forcément leur corps, mais qui peuvent donner l'impression qu'elles participent à des activités pornographiques et contre leur gré. Donc c'est surtout les personnes dont beaucoup d'images sont disponibles. Donc aux États-Unis, Taylor Swift, en France, Enora Malagré, ça a été une des plus piratées au départ, et aujourd'hui d'autres personnes se sont manifestées sur ça. Oui, ça existait déjà depuis assez longtemps parce que il y avait des photomontages qui pouvaient être faits par des gens très doués et qui paraissaient vraiment crédibles. Mais aujourd'hui, avec les intelligences artificielles génératives, c'est très facile de créer des deepfakes. Les deepfakes ne sont pas tous pornographiques. Oui, bien sûr. Ça vient de deep learning pour l'intelligence artificielle, et donc le fake, le montage. C'est 96% des deepfakes qui sont pornographiques. C'est incroyable. Quand même, et 99% de ces deepfakes visent des femmes, évidemment. Oui, parce qu'effectivement, j'ai dit que c'était des contenus pornographiques, mais dans ce contexte-là, on a vu les deepfakes d'Emmanuel Macron, on en voit beaucoup, par exemple, en ce moment, mais évidemment, ils sont beaucoup plus politisés que ce qu'on peut voir qui concerne effectivement les femmes, quoi. Et l'une des facettes des cyberviolences que vous exposez dans votre livre, c'est qu'elles participent à cette hypersexualisation des femmes, et notamment des femmes non blanches, puisqu'elles sont parmi les victimes nombreuses des cyberviolences. L'hypersexualisation, on en parle régulièrement dans Kif Taras, puisque c'est une des caractéristiques de l'intersection de la question raciale et de la question du sexisme, et qui fait que les stéréotypes associés aux personnes noires, asiatiques, perçues comme maghrébines ou arabes ou juives, peuvent donner lieu à des clichés très très liés au corps et à la sexualité. Donc, on va dire pour les personnes asiatiques, on va dire elles pourraient être dociles, soumises et extrêmement délurées aussi d'une manière. Les personnes noires, les femmes noires pourraient être considérées comme des bêtes de sexe. Voilà, c'est ça. Des femmes très entreprenante, et voilà. Enfin, tout. Est-ce qu'il existe des stéréotypes associés aux femmes juives sur la question de l'hypersexualisation? Et est-ce que elles se retrouvent aussi dans ces cyberviolences? Bonne question. Moi, en tout cas, je l'ai pas subi spécifiquement, mais déjà, je pense que par rapport à la religion et au fait d'être pratiquante, il y a forcément en fait toutes sortes de stéréotypes qui vont être liés justement au slut shaming, tout simplement. Donc, je pense que oui, il y a forcément une hypersexualisation. Après, voilà, j'en ai pas d'exemple là précis. Pour la religion, enfin, les femmes qui sont le plus visibles religieusement, ce sont souvent les femmes musulmanes qui portent un foulard, et on voit bien qu'il y a tout un imaginaire qui, patriarcal, qui veut les dévoiler dans un but d'accès à leur sexualité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez présent, pas seulement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dans une rhétorique un peu masculiniste qui est hostile aux femmes qui portent le foulard. On a évoqué donc les femmes qui étaient victimes de deepfake pornographiques. Léna Situation en a été victime, on en a parlé récemment. Mais de manière générale, c'est une femme qui est extrêmement exposée aux cyberviolences. Dernièrement, elle a fait une vidéo pour célébrer, je crois, le nombre d'auditeurs de son podcast qui marchait très bien. Donc, elle a fait une vidéo avec M. Pokora où elle sautait sur un canapé. Enfin, voilà, vraiment le truc, c'est le titre de son podcast, Canapé 6 places. Et en fait, c'était une vidéo totalement anodine où, en fait, elle s'est retrouvée, vraiment, pour le coup, on parle de slut shaming, mais accusée de toutes sortes d'infidélité à son compagnon. Oui, c'est ça. Donc beaucoup de messages qui envoyaient de la force à Seb, donc son compagnon, genre le pauvre, parce que sa femme ose apparaître publiquement avec un autre homme. Sa femme, sa compagne, sa petite amie. C'était vraiment incroyable de sexisme en fait, ce qui m'a vraiment frappée, c'est le nombre de réactions. C'est-à-dire que c'était vraiment majoritairement des réactions hostiles, comme si elle n'avait pas le droit de disposer de son corps, quoi. Mais Léna Situation, quoi qu'elle fasse, finalement, ça ne va pas aller. Elle avait été cyberharcelée en raison de son physique l'année dernière à Cannes. Là, elle est accusée, effectivement, comme elle a twerké avec M. Pokora, elle serait infidèle. Seb doit avoir un mental d'acier, etc. Donc, on sent vraiment que même si elle n'a pas un propos particulièrement politique, le simple fait d'être une femme
et d'être présente dans l'espace numérique public, d'avoir une audience, de pouvoir se publiciser, eh bien, c'est déjà quelque chose qui va être considéré comme une menace, qui va assez être considéré comme une menace pour qu'il y ait en fait des répercussions, pour que les femmes, qu'elles aient des propos politiques ou pas, et que juste qu'elles occupent l'espace, et c'est déjà en fait politique puisqu'on renvoie toujours les femmes à la sphère privée. Ces femmes, elles vont être menacées par une forme de violence en ligne, par toutes sortes de cyberviolences, de cyberharcèlement, d'hypersexualisation, de slut-shaming, qui vont leur rappeler le prix à payer pour pouvoir s'émanciper des normes patriarcales. Et Léna, c'est ça, blanc-triarcal aussi, parce que Léna Mahfouf est d'origine algérienne, et je pense que ça joue aussi beaucoup dans la manière dont on essaie de systématiquement contrôler sa parole, son expression corporelle, etc. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études qui existent. Une étude d'Amnesty International de 2018 sur les femmes journalistes et politiques sur Twitter montre que les femmes non blanches sont 34% plus harcelées que les femmes blanches, et que parmi ces femmes non blanches, les femmes noires sont 84% plus harcelées que les autres femmes, les femmes blanches notamment. Du coup, j'en sais quelque chose, c'est quelque chose auquel je suis exposée. Et en fait, c'est vrai que pour ce qui me concerne, je pense que la majorité en fait des interactions que j'ai sur Twitter en particulier sont des insultes et des menaces. C'est vraiment quelque chose qui est là depuis très longtemps. Je pense que je suis une des premières en France à avoir fait un procès pour cyberharcèlement, et alors que le terme n'existait pas, que j'ai gagné en 2014, donc j'ai fait condamner une personne il y a 10 ans pour cyberharcèlement. L'année d'après, j'ai refait condamner une autre personne pour menace de mort. Donc c'est quelque chose qui est vraiment venu avec mon apparition, en fait ma socialisation sur les réseaux sociaux. Elle s'est directement accompagnée en fait de propos racistes, injurieux, etc. Donc quelle analyse vous faites de ces phénomènes et de l'impact particulier que ça peut avoir sur les femmes non blanches qui prennent la parole dans l'espace public? Eh bien, ça a un impact terrifiant puisque ça tend à silencier les femmes, et notamment les femmes non blanches. Il y a vraiment, derrière les cyberviolences, il y a vraiment un projet politique qui est de faire taire les femmes et les groupes minorés, et d'autant plus les femmes issues de groupes minorés. Et ces interactions, elles vont être déjà normalisées, un peu comme on a pu normaliser pendant des années le harcèlement de rue. On n'avait même pas de mots pour ça, on n'en parlait pas. C'était vraiment considéré comme une socialisation, on va dire, obligatoire et normale quand on était une femme dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les cyberviolences. On en parle de plus en plus, mais pendant des années, des décennies sur les réseaux sociaux, il y avait quasiment pas de modération. Et c'était le corollaire, le passage obligé pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Du coup, ces violences en ligne, elles vont avoir tendance à pousser les femmes issues de groupes minorés à s'autocensurer. Selon encore une étude d'Amnesty International, ce sont 76% des femmes victimes de cyberharcèlement qui ont tendance à fermer leur compte ou s'autocensurer sur les réseaux. Selon une de nos études, les femmes ont plus tendance à s'autocensurer aussi sur tout ce qui est en rapport avec le corps, les opinions politiques et la religion. Et du coup, tout ça va faire en sorte de rendre inaudibles tous les discours que peuvent tenir ces femmes. Alors que Internet, c'est quand même un endroit assez merveilleux où n'importe qui peut se publiciser sans avoir à passer par les médias traditionnels bourgeois qui souvent ne tendent le micro qu'aux personnes blanches issues de classes socialisées, et puis toujours de préférence des hommes. Les experts, en général, ce sont des hommes. Du coup, ça a des conséquences qui sont catastrophiques sur la démocratie. Et aussi sur tout ce qui est le militantisme féministe, antiraciste, parce que l'idée, vraiment, c'est de faire taire les personnes qui tiennent ces discours progressistes. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant dans votre livre, justement, on va en parler juste maintenant, de comprendre pourquoi il y a cette ambivalence apparente. Il y a comme un paradoxe apparent entre le fait que Internet, c'est un endroit merveilleux où des femmes ont pu faire entendre leur voix à force de persistance, à force de travail, à force de militantisme. Et d'un autre côté, Internet, c'est cette énorme machine qui va faire taire des personnes qui lorsqu'elles sortent, et vous le dites très bien, de leur rôle de consommatrice, et qu'elles sortent de le
l'opinion partagée par tout le monde, en fait. Dès qu'il y a une forme de dissonance, elles sont sanctionnées pour ces prises de parole. Et pour comprendre cette apparente contradiction, il faut revenir à la création de l'Internet, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce que cette utopie qui était à la base de cette création d'universitaires, d'universitaires, a été portée un temps par cette utopie de la démocratie, le côté horizontal, de tout le monde a son mot à dire, d'une forme d'égalité qui a été appelée l'idéologie californienne et que je vous expliquais dans votre livre. Comment est-ce que ça, c'est devenu aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que c'était une illusion? Alors, certaines personnes se sont rendues compte que c'était une illusion, mais il y a toujours des techno-optimistes, notamment dans la Silicon Valley. C'est Elon Musk en fait partie. Enfin, tout ce qui est autour du transhumanisme, du techno-optimisme, en fait, c'est issu de là. L'idéologie californienne, vraiment, c'est une sorte d'amalgame un peu étrange entre des idées de droite et de gauche, c'est-à-dire entre, on va dire, la contre-culture libertaire des années 60 et tout ce qui est le néolibéralisme capitaliste. Et c'est l'idée véritablement que ce qui permettra d'améliorer la société, ce qui permettra la démocratie directe, d'échapper aussi à la mainmise et au contrôle des États, c'est la technologie. Et donc, il y avait cette idée que Internet allait permettre la démocratie directe, allait permettre finalement d'améliorer les libertés individuelles, parce que c'est un courant qui est très individualiste, et d'ailleurs qui est comparable au courant libertarien, l'idéologie californienne, et qui a énormément inspiré tous les entrepreneurs qui aujourd'hui sont aux manettes des plateformes des réseaux sociaux, tous les entrepreneurs de la Silicon Valley, qui sont persuadés finalement que ces technologies vont nous permettre d'améliorer le monde. Mais on s'aperçoit, en tout cas quand on est une femme et a fortiori quand on est une femme racisée, que ça n'est pas du tout le cas. Que finalement ces structures, ces technologies, elles ne sont pas neutres, elles sont politiques, elles ont été pensées par des hommes blancs issus de classes sociales privilégiées, valides, qui du coup n'ont pas du tout pensé les espaces qu'ils ont construits pour une utilisation par des personnes qui sont plus vulnérables, qui sont discriminées. Pour donner un exemple très simple, sur Twitter, pendant des années, il n'y a pas eu de bouton pour signaler les contenus haineux. Aucun. Il a fallu attendre 7 ans après la création de Twitter pour qu'on ait un bouton de signalement. Et encore, il y avait une dark pattern qui mettait le bouton de validation à gauche, donc en fait, ça empêchait de signaler. Et en fait, toutes ces plateformes, un peu comme l'espace public, un peu comme les médicaments qui sont testés et pensés et conçus que pour les hommes, comme l'urbanisme, l'espace numérique, il est conçu par des hommes, pour des hommes. Il y a très peu de femmes dans les secteurs technologiques. Si peu de femmes, d'ailleurs, que dernièrement, une conférence a inventé des faux profils de panélistes. Oui, c'est vrai. Générés par des intelligences des photos, artificielles, ouais, c'est ça. Pour donner l'illusion qu'il y avait plus de diversité dans la tech. On en est là. Non, mais comment ils ont pensé que ça allait pas se savoir? Il y a plein de vraies femmes dans la vie, mais on se dit, bon, plutôt que d'en inviter, on va les inventer, en fait. C'est tellement... Mais ça donne vraiment un aperçu, finalement, de cette espèce de toute puissance de ces hommes qui construisent l'espace numérique. C'est vraiment ça. Pareil, l'intelligence artificielle, ça a été créé par des hommes blancs, des mathématiciens qui ont décidé en 1956 que ce qui était important pour prouver, pour l'intelligence, pour construire une intelligence, c'est le fait de gagner aux échecs. Que les gens intelligents jouent aux échecs. Et ils gagnent. Donc, c'est comme ça, c'est là-dessus qu'on va baser la construction des intelligences artificielles. Et en fait, si on commence à se pencher sur la question, tout a été construit pour les hommes blancs. On en est là. Ça peut résumer la situation actuelle de notre planète. Mais on oublie trop souvent qu'Internet, c'est le reflet exact de la société. On va retrouver toutes les dominations qui s'y déploient dans l'espace numérique, toutes les dominations qui se déploient dans l'espace matériel. Mais elles vont être amplifiées parce que les structures même d'Internet, par leur viralité,
par justement ces technologies qui vont répliquer les dominations à l'infini et les amplifier, eh bien, ça va créer un espace qui est encore plus violent, encore plus normé. Tu l'as évoqué un petit peu de manière implicite, nécessairement, le fait d'être exposé en permanence sur les réseaux à des violences, ça nuit à la présence des femmes et des femmes non blanches en particulier sur les réseaux sociaux, sur ces plateformes, et ça nuit aussi à leur santé mentale. Donc, il y a effectivement plein d'épisodes de personnes qui ont fait des dépressions. On a cité Léna Situation qui a fait une vidéo par rapport justement au harcèlement qu'elle avait subi, mais d'autres femmes l'ont fait sans la même visibilité. Comment on résiste à ça? Est-ce que la résistance se passe en ligne? Est-ce qu'elle se passe dans la vraie vie? Comment il faut justement... Parce que ce sont des espaces qui sont importants pour que les paroles minoritaires soient portées. Donc comment on maintient une présence tout en se préservant, tout en ayant de l'impact? Je dirais que c'est un peu comme dans la vie, c'est très dur. C'est-à-dire que militer, que ce soit en ligne ou hors ligne, c'est toujours épuisant. Que parfois déconnecter, eh bien, ça condamne aussi à de la perte de visibilité. C'est vraiment, en fait, les sanctions, quoi qu'on fasse, un peu la double contrainte, quoi qu'on fasse, les sanctions sur la liberté d'expression des femmes et des groupes minorés, elles sont immédiates. Mais l'idée, c'est de pouvoir déjà essayer de construire des cercles de soutien, des alliances, parce que ensemble, à plusieurs, on est plus fort, on est plus forte. Et d'ailleurs, on voit bien que l'extrême droite, elle, s'organise avec des bots, avec énormément de faux comptes pour aller justement cyberharceler des personnes. Et on gagnerait, nous, à militantes féministes racisées, à vraiment s'organiser, créer une vraie convergence, on va dire, des luttes. Et pour ça, il faut penser le féminisme de façon intersectionnelle, pour pouvoir s'organiser et riposter ensemble, à plusieurs, contre la montée des masculinismes, des extrêmes droites, des suprémacistes blancs. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose qui est vraiment, à mon sens, la chose la plus importante, c'est finalement de combattre ce sexisme, ce racisme à la racine, parce que ce qui est important aussi pour que ces espaces numériques soient plus accueillants et plus adaptés aux femmes issues des groupes minorés, c'est qu'elles se trouvent aux manettes de la construction de ces espaces. Donc, pour ça, il faut les attirer dans les filières technologiques, dans les filières informatiques. Aujourd'hui, il y a que 3% de femmes noires, par exemple, qui travaillent dans le secteur technologique, dans la Silicon Valley. En Europe, 80% des développeurs sont des hommes. Donc ça, c'est aussi très important parce que c'est ce qui nous permettra de construire des espaces modulables, adaptés à nos besoins, où éventuellement on pourra effectivement bien mettre des règles, des chartes et ne pas dépendre des plateformes dont le but est vraiment juste de générer du profit avec nos données. L'idée, c'est d'arriver à s'émanciper d'espaces qui sont des espaces blancs, sexistes, racistes et capitalistes, et de créer les nôtres. Et pour ça, il faut plus de démocratie, il faut plus de transparence, il faut comprendre comment fonctionne Internet, mais aussi de plus en plus les intelligences artificielles génératives. Par exemple, pour donner un exemple sur la manière dont les intelligences artificielles sont racistes toutes seules. Bon, je pense que tout le monde connaît les histoires de reconnaissance faciale et le fait que, par exemple, Google avait confondu des photos de personnes noires avec des singes, que les intelligences, la reconnaissance faciale reconnaît moins bien les visages de femmes noires, par exemple, parce que elles sont alimentées avec surtout des photos d'hommes blancs. Et qu'il y a des gens qui ont été arrêtés en fait à cause de ça, notamment parce qu'ils avaient été confondus avec d'autres noirs. Exactement. Donc c'est vraiment un problème. Les personnes qui construisent les technologies vont façonner la manière dont la technologie va influer sur nos vies. Et par exemple, aujourd'hui, il y a une application, Lensa, qui permet de générer des avatars. Et cette application, elle hypersexualise les femmes asiatiques, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une chercheuse du MIT qui a testé l'application et qui s'est dit mais pourquoi j'ai pas les mêmes photos, pourquoi j'ai pas les mêmes avatars que mes autres collègues féminines qui sont blanches, pourquoi je suis déshabillée partout.
Incroyable. Quelle horreur. Voilà. Et en fait, elle l'a fait tester à une autre femme d'origine asiatique et c'était pareil. Et donc, en fait, on va se retrouver dans un monde où finalement, toutes ces technologies qui vont être utilisées par tout le monde, s'il n'y a pas plus de transparence sur les données avec lesquelles on nourrit les modèles de fondation, donc les systèmes d'IA qui sont à la base des IA génératives, eh bien, on va se retrouver avec un monde qui va amplifier les inégalités sexistes et racistes. Donc, c'est vraiment aussi urgent que la société civile se mobilise et que les associations de défense des droits humains, les associations antiracistes, féministes, la société civile dans son ensemble s'intéressent à ces questions. Il n'y a pas besoin d'être un crack en informatique ou en maths pour s'intéresser aux questions d'intelligence artificielle. Ce qui est important, vraiment, aujourd'hui, c'est qu'on rende ces technologies plus démocratiques et que donc toute la société commence à s'y intéresser. Merci beaucoup, Laure. C'est un appel dont j'espère qu'il sera entendu. C'est la fin de notre épisode de Kif Taras, où notre invitée était Laure Salmona, qui est co-autrice du livre Politiser les cyberviolences, une lecture intersectionnelle des inégalités de genre sur Internet, qui est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce qu'on vient de dire, si vous avez des idées pour changer la matrice ou si vous êtes contre. Aussi, vous avez le droit de nous écrire avec le hashtag KifTaras, avec le @KifTaras sur les réseaux sociaux et sur kiftaraspodcast@gmail.com. Donc Kif Taras est un podcast que nous produisons désormais, Grâce et moi. Pensez à vous abonner sur ce nouveau flux. Dites à vos amis qu'on est plus sur l'ancien flux, mais sur ce flux-là pour entendre de nouveaux épisodes. Kif Taras est disponible sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Mettez-nous des étoiles, 5 de préférence, sinon passez votre chemin. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci Rokhaya. Merci Laure. Merci Laure. Merci.